Chapitre 1, projet d'anniversaire. Nathaniel Nat Arlo plissa les yeux sur l'email sur son téléphone, le lisant pour la 3e fois. L'opportunité était parfaite, trop parfaite pour la laisser passer. En tant que fondateur de Arlo Security Solutions, une société de sécurité privée spécialisée qui s'adressait à des clients de premier plan, il a rarement eu de telles opportunités. Un contrat potentiel avec un géant technologique de la Silicon Valley doublerait les revenus de son entreprise. Le piège ? La réunion était prévue lors du week-end de son 10e anniversaire de mariage. « Tu viens toujours vendredi, non ?» La voix de Vanessa venait de la cuisine où elle préparait le dîner. Son ton avait un ton qu'il ne parvenait pas à situer. Nat rangea son téléphone et entra dans la cuisine de leur maison de banlieue du Connecticut. À 42 ans, il conserve toujours le physique discipliné de ses années militaires. Sa femme, Vanessa, de 5 ans sa cadette, leva les yeux après avoir coupé des légumes. Ses cheveux cuivrés foncés étaient tirés en arrière en un chignon en désordre, mettant en valeur ses pommettes pointues et ses yeux émeraudes. À ce sujet, Nat commença prudemment. Monarch Tech a contacté. Ils veulent une réunion sur leur protocole de sécurité internationale. Le couteau de Vanessa s'est arrêté en plein milieu. Lors de notre week-end d'anniversaire, celui que nous préparons depuis des mois, les enfants sont déjà prêts à rester avec votre frère. Leurs enfants, Lily, 9 ans, et Preston, 12 ans, étaient le centre de leur monde. L'escapade dans la cabane familiale de Vanessa était censée être leur premier week-end seul depuis des années. Je sais que le moment est terrible, a admis Nat. Mais ce contrat pourrait amener l'entreprise à un autre niveau. Je peux prendre l'avion samedi matin et revenir dimanche soir. Nous aurions encore vendredi soir et lundi au chalet. L'expression de Vanessa changea subtilement. Était-ce un soulagement ? Cela a disparu si vite. Nat pensait qu'il aurait pu l'imaginer. Très bien, dit-elle en revenant à son hachage avec une vigueur renouvelée. Je comprends. Trop facile, pensa Nat. Vanessa insistait sur ce week-end depuis des mois, planifiant méticuleusement chaque détail. Maintenant, elle cédait sans combattre. Plus tard dans la nuit, alors que Nat mettait Lily dans son lit, sa fille le regarda avec des yeux bleus sérieux. « Est-ce que toi et maman allez toujours au chalet ? » « Oui, princesse. J'ai juste besoin de faire un petit voyage d'affaires samedi. » Lily fronça les sourcils. Maman était beaucoup au téléphone aujourd'hui. Elle semblait heureuse de quelque chose. Oh, Nat a gardé une voix décontractée. Avez-vous entendu de quoi elle parlait ? Lily secoua la tête. Elle était dans son studio d'art, la porte fermée, mais elle riait. La façon dont elle rit quand on lui dit qu'elle est jolie. Nat embrassa le front de sa fille, mais quelque chose de froid s'était installé dans son ventre. L'atelier d'art de Vanessa était son sanctuaire, un abri de jardin reconverti où elle peignait des paysages qui se vendaient étonnamment bien dans les galeries locales. Elle y passait plus de temps ces derniers temps. Le lendemain matin, Nat prit une décision. Il a appelé son partenaire commercial et ami d'enfance, Bennett Wells. « J'ai besoin que tu gères la réunion du Monarque, » expliqua Nat. « La famille est prioritaire. » Finalement, Bennett rit. « Je vous le dis depuis des années. » Ce que Nat n'a pas dit à Bennett, c'est qu'il soupçonnait que quelque chose n'allait pas dans son mariage. Au cours des derniers mois, Vanessa était devenue distante, vérifiant constamment son téléphone et se mettant sur la défensive lorsqu'il lui posait des questions sur ses ventes d'art. Le week-end en cabane avait été son idée, avec insistance son idée. Maintenant qu'il y réfléchissait, elle ne l'avait suggéré qu'après qu'il ait mentionné le contrat potentiel avec Monarch. Alors que Nat préparait ses valises pour le week-end, il remarqua Vanessa envoyer des SMS frénétiquement. Lorsqu'elle le vit regarder, elle raccrocha rapidement le téléphone, confirmant simplement que la cabine était approvisionnée. Expliqua-t-elle avec un sourire qui n'atteignit pas ses yeux. Mon frère Théo était là le week-end dernier. Il nous a laissé quelques courses. Théo Barrett, Nat, n'avait jamais aimé le frère de Vanessa, un perpétuel vagabond récemment revenu dans le Connecticut après des années passées à parcourir le pays. Depuis son retour il y a 6 mois, Vanessa avait renoué avec lui, le rencontrant souvent pour déjeuner ou l'aidant dans sa nouvelle entreprise d'aménagement paysager. Jeudi soir, alors qu'il chargeait la voiture pour leur départ tôt le matin, Nat remarqua un éclair d'inquiétude traverser le visage de Vanessa lorsqu'il mentionna qu'il avait annulé sa réunion de samedi. « Je pensais que ce week-end était important pour toi, » a-t-il expliqué. L'entreprise peut survivre sans moi pendant 3 jours. Bien sûr, dit-elle en se remettant rapidement.
C'est merveilleux. Alors qu'elle se détournait, il l'a surpris en train de sortir à nouveau son téléphone. Chapitre 2. La note. La cabane Blackwater était située sur 20 acres de bois privé nichés au bord d'un petit lac à 3 heures de chez eux. La propriété appartenait à la famille de Vanessa depuis des générations, héritage de son grand-père. Alors qu'il remontait la longue allée de gravier, Nat remarqua des traces de pneus fraîches qui n'étaient pas les leurs. Théo a dû partir ce matin, commenta Vanessa en suivant son regard. La cabane était étonnamment luxueuse pour une propriété isolée, 3 chambres, une cuisine moderne et une terrasse spacieuse donnant sur le lac. Alors que Preston et Lily se précipitaient pour réclamer leur chambre, Nat surprit Vanessa scrutant le salon avec une intensité inhabituelle. « Je cherche quelque chose », a-t-il demandé. « Je m'assure juste que Théo fasse le ménage correctement », répondit-elle en se dirigeant vers la cuisine. Ce soir-là, ils ont grillé des steaks sur la terrasse et se sont remémorés leur début ensemble. Nat avait rencontré Vanessa il y a 12 ans lorsque sa société de publicité s'occupait du marketing pour sa toute jeune entreprise de sécurité. Sa créativité et sa confiance l'avaient captivé et au bout de 6 mois, ils étaient fiancés. À la tombée de la nuit, ils entrèrent à l'intérieur. Vanessa n'arrêtait pas de vérifier sa montre. « Je suis épuisée par le trajet », annonça-t-elle soudainement. « Pourquoi ne se couche-t-on pas plus tôt ? Grosse journée de randonnée demain. » Nat accepta, même s'il était à peine 9 heures. Alors qu'il se préparait à se coucher, il remarqua que Vanessa prenait une douche inhabituellement longue. Lorsqu'elle sortit enfin, ses cheveux étaient fraîchement lavés et elle sentait son parfum coûteux. Des choix étranges pour quelqu'un qui s'endort directement. « Je voulais juste me rafraîchir », expliqua-t-elle lorsqu'elle aperçut son regard interrogateur. Au milieu de la nuit, Nat s'est réveillé et a trouvé le côté du lit de Vanessa vide. En vérifiant sa montre, il vit qu'il était 2h17. Il était sur le point de se lever lorsqu'il entendit la chasse d'eau et Vanessa se remit au lit. « Tout va bien », murmura-t-il. « Juste la salle de bain », murmura-t-elle en lui tournant le dos. Le lendemain matin, Vanessa a annoncé qu'elle devait courir dans la ville la plus proche pour récupérer des fournitures qu'elle avait oubliées. « Je viendrai avec toi », proposa Nat. « Pas besoin de déraciner tout le monde », a-t-elle insisté. « Vous commencez cette randonnée avec les enfants. Je vous rattraperai sur le sentier. Il y a un chemin qui relie le côté nord de la propriété. » Après son départ, Nat a emmené les enfants sur la randonnée promise. Preston a foncé devant, sa silhouette élancée disparaissant autour des poubelles du sentier pendant que Lily restait près de Nat. « Papa », dit-elle doucement alors que Preston était hors de portée de voix. « Je dois te dire quelque chose. » Le sérieux dans son ton fit arrêter Nat. « Qu'est-ce que c'est ?» Lily a regardé autour d'elle comme si elle cherchait des oreilles indiscrètes. « Hier soir, quand tu apportais les derniers sacs, j'ai vu maman cacher quelque chose dans le garage. » Cachant quelque chose ? Lily a hoché la tête solennellement. Elle ne m'a pas vu. Elle a mis quelque chose derrière les grandes armoires métalliques. Elle était vraiment sournoise à ce sujet. Nat sentit son rythme cardiaque s'accélérer, mais garda son expression neutre. Peut-être que c'est une surprise pour notre anniversaire. Lily secoua la tête. Elle avait l'air effrayée, papa. Pas contente. Surprise, la cabine a toujours été revenue. Obtenez du bois de chauffage du garage, annonça-t-il avec désinvolture. Preston, garde un œil sur ta sœur. Le garage détaché était sombre et moisi. Nat alluma les lumières et se dirigea vers les armoires de rangement en métal contre le mur du fond. Son sang se glace. Tout est clair pour ce soir. Elle pense que je vais en ville. À la même heure qu'hier. J'ai hâte de sentir à nouveau tes mains sur moi. La réponse à Cabinat Pine Creek Lodge. La porte sera toujours ouverte. Nat a parcouru d'autres messages. Je ne fais pas que planifier triste. Il prévoyait autre chose. Un message d'il y a 3 jours et je prévois toujours de partir pour affaires samedi. Nous aurons assez de temps. La réponse de D. Supplie est prête. Vous n'êtes pas sûr de cela ? Votre moitié est déjà dans la réponse de Vanessa. La découverte. Il est resté longtemps assis dans le garage. Le téléphone portable tenait dans sa main. Les implications étaient claires. Vanessa et son amant n'avaient pas seulement l'intention de continuer leur liaison. Le carnet contenait ce qui semblait être des notes codées sur les dosages et le timing. Arrêt cardiaque complet. Aucune trace après 12 heures. Une lente rage froide s'installa en lui.
La trahison allait au-delà de l'infidélité. C'était calculé, prémédité, et ses enfants étaient là, potentiellement témoins, voire dommages collatéraux. L'esprit de Nat se souvint de ses années militaires, de la formation spécialisée qu'il avait rendue précieuse pour les entreprises de sécurité privée après sa libération. Des compétences qu'il avait gardées perfectionnées, mais qu'il espérait ne plus jamais utiliser dans un conflit personnel. Mais là, c'était différent. Il replaça soigneusement tout exactement comme il l'avait trouvé et retourna à la cabine. Lily le regardait avec des yeux inquiets. « L'avez-vous trouvé » murmura-t-elle quand Preston alla aux toilettes. Nat hocha la tête, gardant son expression neutre. « Merci de me l'avoir dit, princesse. Mais ça doit être notre secret pour le moment, d'accord ? Ne le dis pas à Preston. Et ne dis surtout pas à maman que tu me l'as montré. » Lily acquiesça solennellement. Nat avait besoin de plus d'informations. Il avait besoin de savoir qui était D. Dominique, David ? Le nom importait moins que la compréhension de toute la portée de leur plan. Lorsque Vanessa est revenue 2 heures plus tard, elle était nourrie et portait un seul sac d'épicerie. « Désolée, je suis en retard », dit-elle avec désinvolture. Elle rencontra un vieil ami en ville et se retrouva occupée à discuter. « Quelqu'un que je connais ?» demanda Nat avec désinvolture. « Personne d'important », répondit-elle en évitant son regard. « Juste quelqu'un du lycée. » Comment s'est passée la randonnée, cette nuit-là ? Nat a fait comme si de rien n'était. Ils ont grillé des hamburgers, joué à des jeux de société avec les enfants et se sont remémorés leur début ensemble. Pendant ce temps, Nat cataloguait tout ce que faisait Vanessa. Ce qu'elle préparait, ce qu'elle lui suggérait de manger ou de boire. Une fois les enfants couchés, Vanessa a ouvert une bouteille de vin. « Un toast ?» dit-elle en lui tendant un verre de cabernet rouge foncé. « À 10 ans. » Nat prit le verre mais ne but pas. « 10 ans ?» a-t-il répété. « Cela fait longtemps que je suis avec quelqu'un. »« Les meilleures années de ma vie, » dit-elle, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. « Le mien aussi, » mentit-il en posant son verre sans y toucher. « Je pense que je vais me coucher plus tôt. Grosse journée demain. » La déception apparut sur son visage. « Vous n'allez pas finir votre vin. »« Le mal de tête arrive, » expliqua-t-il. « Peut-être qu'un peu de sommeil aidera. » Au lit, il feignit de dormir en écoutant Vanessa se déplacer dans la cabine. À minuit, il entendit le léger clic de la porte arrière. Silencieusement, il se dirigea vers la fenêtre et la regarda se glisser dans les bois. Lampe de poche à la main. Elle se dirigeait vers la limite de propriété reliée à la route principale. Nat a pris une décision. Il réveilla doucement Lily en premier, puis Preston. « Nous partons pour une aventure nocturne spéciale, » murmura-t-il. « Mais nous devons être très silencieux. N'emportez rien. Mettez simplement vos chaussures et vos vestes. »« Où est maman ?» demanda Preston en se frottant les yeux. « Elle a dû aller vérifier quelque chose en ville. » Nat mentit doucement. « Elle nous retrouvera plus tard. C'est une aventure surprise. » Il conduisit les enfants jusqu'à son SUV, reconnaissant d'avoir gardé les clés dans sa poche plutôt que de les laisser accrochées près de la porte, là où Vanessa aurait pu remarquer leur disparition. Alors qu'ils empruntaient la route sombre qui s'éloignait de la cabine, Lily parla depuis la banquette arrière. « C'est à cause du téléphone, n'est-ce pas ? » La seule maman se cachait. Nat croisa son regard dans le rétroviseur. « Oui, princesse. Mais tout ira bien. Je le promets. » Au lieu de rentrer chez lui, Nat s'est rendu dans un motel situé à 30 mètres de là. Il les a enregistrés sous un faux nom, en payant en espèces, une précaution de son travail de sécurité qui semblait maintenant étrangement prégnante. Une fois les enfants installés dans le deuxième lit, Nat s'assit. Dans l'obscurité, son esprit s'emballant. Demain, il lui faudrait rassembler des preuves, comprendre exactement ce que Vanessa et son amant avaient prévu. Mais ce soir, sa priorité avait été de mettre ses enfants en sécurité. Alors qu'il regardait Preston et Lily dormir, une dureté s'installa dans son cœur. Au cours de ses années de service militaire et de travail dans le secteur de la sécurité privée, Nat avait développé une philosophie simple. La trahison exigeait des conséquences. Et ce que Vanessa avait prévu allait au-delà de la trahison. C'était un acte de guerre. La guerre exigeait de la stratégie, du renseignement, de la précision et surtout l'élément de surprise. Vanessa pensait le connaître. Le consultant en sécurité à succès mais prévisible, le mari et père fiable.
Ce qu'elle avait oublié, ou peut-être n'avait-elle jamais complètement compris, c'était qu'avant d'être l'une de ces choses, Nathaniel Arlo avait été un homme entraîné à identifier les menaces et à les neutraliser de façon permanente. Son téléphone sonna avec un SMS de Vanessa. « Où es-tu ? Je me suis réveillé et vous êtes tous partis. » Nat n'a pas répondu. Laissez-la paniquer. Laissez-la se demander si son plan avait été découvert d'une manière ou d'une autre. Le temps qu'elle s'en rende compte, il serait trop tard. Elle pensait qu'elle tendait un piège, mais elle était tombée involontairement sur un piège qu'elle avait fabriqué elle-même. À l'aube, Nat a appelé la seule personne en qui il avait implicitement confiance, Bennett Wells, son partenaire commercial et ancien collègue militaire. « J'ai besoin d'une vérification approfondie de mes antécédents », a déclaré Nat lorsque Bennett a répondu. « Toute personne liée à Vanessa et dont le nom commence par D. Et j'ai besoin d'être informé de tout nouveau compte à son nom, en particulier à l'étranger. » Nat, que se passe-t-il ? Bennett a demandé instantanément, alerte malgré l'heure matinale. « Je t'expliquerai plus tard. Pour l'instant, sachez simplement que Vanessa et les enfants sont en sécurité mais séparés. Et cela reste entre nous. » Après avoir raccroché, Nat regarda ses enfants endormis et fit une promesse silencieuse. Il ne s'agissait plus seulement de sa survie. Il s'agissait de justice. Et la justice dans le monde de Nat n'était ni douce ni indulgente. Chapitre 4. Suivre le sentier. Vers midi, Bennett avait rappelé avec des informations préliminaires. Il y a un certain Dominic Reeves qui est en contact régulier avec Vanessa depuis 8 mois. Il loge au Pine Creek Lodge, non loin de votre cabane. Et tu avais raison pour les comptes. Il y en a un nouveau au Caïman, géré par une société écran. Un demi-million transféré en 3 versements. Un demi-million ? Répéta Nat. Sa police d'assurance vie était de 2 millions. Où a-t-elle trouvé ce genre d'argent ? C'est l'autre chose, dit Bennett d'un ton sombre. Votre compte d'épargne conjoint est vide. Et il y a eu des transferts suspects de votre compte professionnel vers un fournisseur qui n'existe pas. La mâchoire de Nat se serra. Depuis combien de temps détourne-t-elle l'entreprise ? Au moins 6 mois. J'ai Owen qui s'en occupe maintenant. Owen était leur jury comptable. Un homme capable de tracer un centime dans le labyrinthe de la finance internationale. Gardez le silence, ordonna Nat. Et Bennett, j'ai encore besoin d'une chose. Un aperçu de ce Dominic Reeves. Tout ce que vous pouvez trouver. Après avoir hébergé les enfants dans une location de chalet plus isolée sous le nom de Bennett, Nat est retourné vers Blackwater Cabin, s'arrêtant dans une quincaillerie en cours de route. Il a acheté des fournitures qui n'ont fait sourciller personne individuellement, mais qui ont servi son objectif collectivement. Des attaches zippées, du ruban adhésif, un couteau de chasse, des bâches en plastique, de l'eau de javel. Pine Creek Lodge était une retraite rustique mais haut de gamme à environ 8 km de la cabane familiale Barrett. Nat se gara sur une place réservée aux visiteurs et traversa la propriété avec désinvolture, une casquette de baseball baissée sur le visage. La cabane 8 était située à la limite de la propriété, partiellement obscurcie par de grands pins. D'une distance discrète, Nat observait la cabine. En milieu d'après-midi, un homme apparut, grand, athlétique et avec des cheveux noirs coupés courts. Dominic Reeves avait l'air d'appartenir à un magazine de fitness haut de gamme. Il est monté dans un Range Rover noir et est parti. Nat attendit 15 minutes avant de s'approcher de la cabine. La serrure était basique, un simple goupille qui cédait à ses outils spécialisés en moins de 30 secondes. À l'intérieur, la cabine sentait l'eau de Cologne et le whisky coûteux. Nat se déplaçait méthodiquement dans l'espace, documentant tout avec l'appareil photo de son téléphone. Sur la table de la cuisine, il trouva ce qu'il cherchait. Un petit sac Ziploc contenant de la poudre blanche et de petites portions soigneusement mesurées dans des sachets individuels. À côté se trouve un cahier avec des formules chimiques et des calculs de dosage. Dans la chambre, le tiroir de la table de nuit contenait un autre téléphone portable. Contrairement à celui de Vanessa, celui-ci contenait de nombreux contacts, tous des prénoms de femmes. Nat parcourut les messages, son dégoût grandissant. Dominic Reeves n'était pas seulement l'amant de Vanessa. C'était un prédateur expérimenté avec de multiples relations concurrentes. Chaque fil de message révèle une manipulation et une séduction calculée. Mais c'était l'ordinateur portable qui assurait la charge mère. Dominic avait été assez imprudent ou arrogant pour le laisser ouvert. Les emails ont révélé une tendance. Femme mariée riche, liaison ciblée,
décès ou disparition inexpliquée de Marie, indemnité d'assurance. Ce n'était pas le premier rodéo de Dominique. Nat a trouvé des articles de presse sur 3 autres hommes. Tous les maris des femmes avec lesquelles Dominique avait été impliqué, tous décédés de causes naturelles apparentes ou d'accidents au cours des 5 dernières années. Dans chaque cas, la veuve avait déménagé peu de temps après avoir perçu l'argent de l'assurance et, dans chaque cas, la relation avec Dominique avait pris fin brusquement. Dominique Reeves était une veuve noire à l'envers, séduisant les femmes, les aidant à éliminer leur mari, à prendre sa part et à passer à la cible suivante. Nat a tout copié sur un disque cloud sécurisé avant de rendre soigneusement l'ordinateur portable exactement tel qu'il l'avait trouvé. Alors qu'il se préparait à partir, son téléphone sonna avec un SMS de Bennett. « Vous devez voir ça maintenant. Dominique Reeves n'est pas son vrai nom. C'est Dallas Reinhardt. Ancien chercheur pharmaceutique spécialisé dans les cardiotoxines. Il a perdu son permis pour des essais humains contraires à l'éthique. Abandonné du réseau il y a 7 ans. Ci-jointe se trouvait une photo d'une version plus jeune et plus nette de l'homme que Nat venait de voir. Avant que Nat ne puisse répondre, un autre message arriva. Théo, le frère de Vanessa, n'est pas dans le Connecticut comme tu le pensais. Il est au Caïman. Cela fait 3 semaines. L'activité du compte montre que c'est lui qui a créé la Shell Corporation. Les pièces se sont mises en place. Théo n'était pas venu au chalet récemment. Cela avait servi de couverture à Dominique Dallas pour préparer la propriété. Les courses que Théo était censé avoir laissées étaient probablement les premières doses de ce qu'il prévoyait d'utiliser. Et l'intérêt soudain de Vanessa à renouer avec son frère il y a 6 mois a coïncidé avec le début de la fraude financière. Il prépare ça depuis des mois. Le téléphone de Nat sonna. Vanessa, il l'a laissé aller à la messagerie vocale. Lorsqu'il vérifia le message, sa voix était frénétique. Nat, s'il te plaît. J'ai appelé toutes les personnes que nous connaissons. La police vous recherche. Ils pensent qu'il est arrivé quelque chose à toi et aux enfants. S'il vous plaît, rappelez-moi. Elle préparait le terrain. L'épouse inquiète signalant la disparition de sa famille. Si leur corps était retrouvé plus tard, elle serait la veuve en deuil qui avait tout essayé pour les retrouver. Alors que Nat quittait la cabine, prenant soin de ne laisser aucune trace de sa présence, son téléphone sonna avec un autre appel. Numéro inconnu, répondit-il prudemment. Monsieur Harlow, la voix était grave et professionnelle. Ici l'inspecteur Leroy Walsh de la police d'État. Votre femme a signalé votre disparition, vous et vos enfants, dans des circonstances préoccupantes. Nous aimerions que vous entriez. Nous ne manquons pas, détective, répondit calmement Nat. Ma femme et moi avons eu un désaccord. J'ai emmené les enfants pour donner à chacun un peu d'espace pour se rafraîchir. Ils sont en sécurité avec moi, monsieur. Dans des situations domestiques. Ce n'est pas une situation domestique, l'interrompit le détective Nat. Et je ne suis pas légalement obligé de révéler où je me trouve à ma femme si je ne le souhaite pas. Les enfants sont avec moi, leur père, et ils sont parfaitement en sécurité. Si vous souhaitez vérifier cela, je serai ravi de les amener à la gare demain matin. Il y eut une pause. Ce serait acceptable, monsieur Harlow. Après avoir raccroché, Nat s'est rendu dans une autre quincaillerie dans une autre ville. Plus de fournitures, un enregistreur vocal de qualité professionnelle, une petite caméra avec des capacités de vision nocturne, des gants jetables et un téléphone prépayé. Ce soir-là, après s'être assuré que les enfants étaient installés chez un ami de confiance de la famille, la sœur de Bennett, un ancien officier du renseignement militaire, qui ne posait aucune question, Nat retourna à Blackwater Cabin. Il s'est garé à 1,5 km et s'est approché à pied à travers les bois. La cabine était sombre. La voiture de Vanessa avait disparu. Nat a profité de ce temps pour installer des appareils d'enregistrement dans toute la propriété, en se concentrant sur la chambre principale, le salon et la cuisine. Il a téléchargé les flux sur un serveur sécurisé préparé par Bennett. Alors qu'il avait fini, les phares balayèrent l'allée. Nat se glissa par la porte arrière et se glissa sous le couvert des arbres au moment où la voiture de Vanessa arrivait, suivie du Range Rover noir. Chapitre 5. Les conspirateurs. Depuis sa position dans les bois, Nat regarda Vanessa et Dominique entrer dans la cabane. Grâce aux appareils d'écoute, leur conversation s'est déroulée avec une parfaite clarté. « Je ne comprends pas où il a pu les emmener, » disait Vanessa, la voix tendue par la frustration. « La police est désormais impliquée.
Cela complique tout. Calme-toi, répondit Dominique. Sa voix était douce et cultivée. C'est un revers, pas un désastre. Nous adaptons le plan. S'adapter comment? Il est parti avec les enfants. Pensez à Vanessa. S'il court, il est méfiant. Quand a-t-il commencé à agir différemment? Il y eut une pause. Hier matin après je suis allé te rencontrer. Il n'a pas bu le vin que je lui ai servi hier soir. A-t-il dit pourquoi? Il a affirmé qu'il avait mal à la tête. Dominique jura doucement. As-tu vérifié le garage? Le téléphone. Silence. Puis le bruit de pas précipités. Quelques minutes plus tard, la voix de Vanessa était à nouveau plus aiguë, paniquée. Il est toujours là, mais il a été déplacé. Je l'ai laissé caché tout au fond. Vérifiez les messages. Plus de silence. Puis quelqu'un les a lus. Les points de notification ont disparu. Il le sait, déclara catégoriquement Dominique. Mais que sait-il du poison? Les comptes. Je ne sais pas. La voix de Vanessa se brisa. Que faisons-nous maintenant? Nous nous en tenons au plan essentiel. L'objectif est toujours le même. Nat doit mourir. La méthode change. Quand il amènera les enfants au poste de police demain, il pensera qu'il est en sécurité. Il pensera qu'il a le dessus. C'est à ce moment-là que nous faisons grève. Comment? Il ne veut ni manger ni boire ce que je lui donne maintenant. Nous n'avons plus besoin de subtilité. Nous avons besoin de résultats. Il y eut un bruit métallique. Une arme à feu en cours de contrôle. La route entre ici et la ville présente une courbe abrupte au bord du ravin. Pas de garde-corps. Les voitures explosent toutes les quelques années. Tragique accident. Les enfants sont des dégâts collatéraux. Dommage mais nécessaire. L'assurance paie toujours. Votre chagrin sera également plus convaincant s'ils sont partis. Le sang de Nat se glaça. Ils étaient prêts à tuer Preston et Lily, leurs propres enfants, pour maintenir leur couverture. Dallas, je ne sais pas si je peux. C'est Dominique maintenant. Cria-t-il. Et vous le pouvez. Vous saurez. Ou je m'assurerai que la police trouve la preuve que vous avez détourné l'entreprise de Nat. Que tu comptais l'empoisonner. C'était ton idée. Ce n'était pas uniquement mon idée. Vous m'avez approché. Vous m'avez montré ce qui était possible. Ta parole contre la mienne, chérie, et j'ai déjà fait ça. L'ami en deuil qui a tenté d'avertir le pauvre mari du comportement erratique de sa femme. Fonctionne toujours. Dans les bois, Nat a tout enregistré. Le signe de fureur froide dans sa poitrine grandissait à chaque mot. Lorsque Vanessa et Dominique se sont dirigés vers la chambre, leur conversation devenant intime, il s'est éclipsé. Il avait ce dont il avait besoin. De retour au motel, Nat a appelé Bennett. J'ai besoin de tout ce qu'on a sur Dallas Reinhardt, alias Dominique Reeves. Et j'ai besoin que tu emménages les enfants dans ta maison au bord du lac, dans le nord de l'État. Utilisez le protocole de transport sécurisé. Si mauvais? Demanda doucement Bennett. Pire encore, répondit Nat. Il planifie un accident dans le virage de l'homme mort avec les enfants dans la voiture. Le souffle de Bennett sifflait entre ses dents. Bon sang. Nat, tu dois aller voir la police avec ça. Pas encore. Je n'ai pas assez de preuves solides qui pourraient tenir devant un tribunal. Il le déformerait, me faisant passer pour l'instable. J'en ai besoin de plus. Quelle est ta pièce de théâtre? La voix de Nat était froide. Ils veulent tendre un piège. Je vais leur laisser croire que ça a fonctionné. Le lendemain matin, Nat s'est rendu seul au commissariat de police. L'inspecteur Walsh attendait, un homme costaud aux yeux intelligents et à l'expression perpétuellement sceptique. Mes enfants sont avec leur oncle, expliqua doucement Nat. Après avoir trouvé des preuves que ma femme avait une liaison, j'avais besoin d'espace pour réfléchir. J'ai des papiers de garde préparés par mon avocat. Il a glissé un dossier sur le bureau. Bennett avait rangé la documentation pendant la nuit. Votre femme semble vraiment inquiète, a noté Walsh, examinant les papiers. Ma femme est une actrice talentueuse, a répondu le détective, a répondu Nat. Puis-je vous montrer quelque chose? Il a produit une clé USB contenant des sélections soigneusement éditées des conversations enregistrées. Assez pour montrer l'infidélité de Vanessa, mais pas le meurtre.
Cela ne justifie toujours pas d'emmener les enfants sans préavis, monsieur Harlow. Je ne suis pas d'accord, mais je comprends votre position, a admis Nat. Je retournerai à la cabine aujourd'hui pour confronter ma femme jusqu'à ce que cette affaire soit résolue. Je déconseille la confrontation dans ces situations, a noté le détective. Mais c'est une affaire privée entre époux. Quelque chose, Walsh soupira. Pas de frais, mais gardez votre téléphone allumé, monsieur Harlow. Et si les choses dégénèrent, appelez-nous immédiatement. Alors que Nat quittait la station, il a repéré le Range Rover noir qui regardait, exactement comme Nat l'avait prévu, mais ce que Dominique ne savait pas, c'est que Nat l'avait déjà désarmé et avait préparé le sien. Route de montagne où Vanessa et Dominique avaient planifié leur accident. Sa formation militaire lui avait appris à reconnaître les points d'embuscade, et c'était parfait, isolé, dangereux, avec une chute qui garantissait pratiquement la mort. Il contourna le virage avec précaution, guettant les signes de falsification ou de sabotage, mais son instinct lui dit qu'ils étaient à proximité, attendant. Puis il retourna à pied à travers les bois vers le virage de l'homme mort, se maintenant à l'abri parmi les arbres. Il n'eut pas à attendre longtemps. Le Range Rover de Dominique apparut, se déplaçant lentement le long de la route. Il s'arrêta juste avant le virage, partiellement caché par la limite des arbres. Nat regarda Dominique sortir du véhicule, vérifia quelque chose sous le capot, puis passa un appel 20 minutes plus tard. Vanessa arriva dans son Audi. Aidée, elle lui a mis quelque chose de petit et métallique, un pistolet. Après un baiser prolongé, Vanessa a contourné le virage et est revenue à sa position, les jumelles pointées sur la route. Nat s'était attendu à ce que le plan de Dominique implique soit de forcer sa voiture à quitter la route, soit de faire croire que Nat avait perdu le contrôle. Derrière le véhicule de Dominique. Avec une précision militaire, il s'approcha silencieusement. Dominique était tellement concentré sur la route qu'il ne sentit jamais la présence de Nat jusqu'à ce que le canon froid d'un pistolet se presse contre l'arrière de sa tête. « Bonjour, Dallas, dit doucement Nat. Je pense que c'est vous qui avez fait une erreur de calcul. En supposant que j'étais juste une autre cible, une police d'assurance ambulante, Nat a pressé le pistolet plus fort contre le crâne de Dominique. Les mains là où je peux les voir. Lentement, Dominique a obéi, levant les mains. Quoi que Vanessa vous ait dit. Vanessa ne m'a rien dit. Elle n'a pas besoin de le faire. J'ai tout entendu. Le visage de Dominique. Vous nous avez regardé, pas seulement regardé, écouté, enregistré. Je dois vous remercier d'avoir gardé des enregistrements aussi détaillés de vos précédentes victimes. L'expression de Dominique s'est transformée en un sourire expérimenté. L'aile avant que tu disparaisses avec leur argent. Le sourire de Dominique s'est effondré. Vous avez été minutieux, plus minutieux que vous. Maintenant, nous allons faire un tour. Ma voiture, pas la vôtre. Nat a sorti des attaches et a attaché les mains de Dominique derrière son dos. Alors qu'il marchait à travers les bois jusqu'au véhicule de Nat, Dominique a gardé son sang-froid. Avec anxiété. Le SUV de Nat est finalement apparu dans l'allée, elle s'est positionnée dans la cuisine, l'arme cachée, mais accessible dans sa poche. Le plan était simple, confronter Nat au sujet de l'enlèvement des enfants, prétendre se défendre lorsqu'elle lui a tiré dessus. Avec la confirmation de Dominique que Nat avait été instable et menaçant, les preuves matérielles allaient étayer son récit. Harlow, la salua-t-il formellement. J'espère que cette intrusion ne vous dérange pas. Votre mari m'a demandé de le rencontrer ici pour discuter de certaines préoccupations. La main de Vanessa s'est éloignée de sa poche. Inquiétude? Quelle préoccupation? Où est Nat? Où sont mes enfants? Monsieur Harlow arrivera sous peu. Les enfants sont en sécurité en famille. Walsh se déplaça plus loin dans le salon, ses yeux expérimentés scullant l'espace. Bel endroit. Était dans votre famille longtemps. 3 générations. Vanessa a répondu automatiquement, déséquilibrée par l'apparence inattendue du détective. Détective, je ne comprends pas pourquoi. Le bruit d'un autre véhicule l'interrompit. À travers la fenêtre, elle a vu le SUV de Nat s'arrêter. Le soulagement l'a inondé. Il était seul. Le plan pourrait encore fonctionner. Mais à mesure que Nat émergeait du côté conducteur, il ouvrit la porte arrière et extrait grossièrement une figure liée. Dominique, ses mains sécurisées derrière son dos, une ecchymose se formant sur sa mâchoire. Vanessa sentit le sang s'écouler de son visage. Lorsque Nat est entré, poussant Dominique devant lui, ses yeux se verrouillent avec Vanessa. Ils étaient froids,
Plat, méconnaissable. Le détective Nat a reconnu Walsh avec un signe de tête. Merci de nous avoir rencontrés. Je crois que vous connaissez ma femme. Il a poussé Dominique dans une chaise. Et Dallas Reinhardt, également connu sous le nom de Dominic Reeves. Lui et ma femme ont planifié mon meurtre depuis 6 mois. Les sourcils de Walsh se levèrent. C'est une grave accusation, monsieur Harlow. J'ai des preuves, a répondu Nat, en plaçant un pouce sur la table basse. Conversation enregistrée, dossier financier, documentation de 3 meurtres précédents suivant exactement le même modèle. Vanessa a trouvé sa voie. C'est fou. Nat a une sorte de panne. Détective, il a pris nos enfants sans me le dire. Disparu pendant des jours. Enregistrez-le, Vanessa. Nat l'a coupé. Les enregistrements incluent votre discussion sur l'utilisation du poison, le tronçon d'un accident et votre accord selon lequel nos enfants ont été des dommages collatéraux. Le détective Walsh a suffisamment entendu pour obtenir un mandat. Le reste vous assurera de ne plus jamais revoir la lumière du jour. Le visage de Vanessa se déformation avec rage. Sa main plongea dans sa poche, émergeant avec le pistolet. Vous avez tout ruiné. Cria-t-elle, visant Nat. Walsh a tiré son arme simultanément. A laissé tomber le pistolet, Madame Harlow. Mais Vanessa était au-delà de la raison. Elle a tiré 1 fois, 2 fois, les coups assourdissants dans l'espace confiné. Nat a plongé sur le côté, sentant la brûlure comme une balle effaçait son épaule. Walsh a renvoyé le feu, son tir frappant Vanessa dans la poitrine. Elle s'effondrait au sol, le pistolet claquant. Dans le chaos, Dominique se précipita de sa chaise, se dirigeant vers la porte malgré ses mains liées. Nat s'est rétabli en un instant, l'attaquant au sol. Avec une efficacité froide, il a donné un coup dur au temple de Dominique, le rendant inconscient. Walsh appelait déjà à la sauvegarde et à une assistance médicale, son arme formée sur le Dominique modéré. Nat a déménagé à Vanessa, vérifiant les signes de vie. Sa respiration était peu profonde, le sang se propageant sur son chemisier. Pourquoi ? Demanda Nat, sa voix stable malgré les troubles à l'intérieur. Nous avons eu une bonne vie. Les enfants ? Les yeux de Vanessa se concentraient sur lui, la haine brûlant la douleur. Tu n'étais jamais censé réussir, Alta-TL. L'entreprise de mon père. Vous l'avez prise et vous en avez fait la vôtre. C'était censé être le mien. Tout était toujours à propos de vous, votre carrière, votre succès. La sécurité de Harlow échouait quand j'ai pris le relais, a déclaré Nat incrédule. Votre père m'a demandé d'intervenir. Vous avez accepté. J'ai accepté parce qu'il m'a forcé. Elle cracha, le sang bouillonnant sur ses lèvres. Et puis quand je voulais divorcer, vous vous êtes assuré que le contrat de travail ne me laisserait rien. Il n'y a pas de contrat, Vanessa. Nous n'en avons jamais signé un. La confusion vacille sur son visage, puis compréhension, suivie d'un rire amer qui s'est transformé en tout. Il m'a menti toutes ces années. Ses yeux se déplaçaient vers quelque chose derrière Nat. Dallas m'a promis la liberté. Dallas a promis à toutes ses victimes la liberté. Répondit froidement Nat. Juste avant de disparaître avec leur argent alors que les sirènes gémissaient au loin, la respiration de Vanessa est devenue plus laborieuse. Les enfants, murmura-t-elle. Éloignez-les de Théo. Il sait tout. Avec ces mots cryptiques, Vanessa Harlow a fermé les yeux pour la dernière fois. Chapitre 7. Aftermath. Les semaines qui ont suivi ce que la presse a surnommé la tragédie de Blackwater a passé dans un flou d'interviews policières, de procédures judiciaires et de la tâche difficile de protéger Preston et Lily du pire de l'examen public. L'épaule de Nat a guéri rapidement. La balle ne l'avait fait briller, mais les blessures psychologiques étaient plus profondes, surtout pour les enfants. Dominic Reeves a révélé au monde le monde en tant que Dallas Reinhardt, a fait face à de multiples accusations, notamment en complot en vue de commettre un meurtre, une fraude et une implication dans 3 meurtres antérieurs qui avaient été des accidents jugés ou des causes naturelles. La preuve que Nat avait recueillie était accablante, complétée par ce que les comptables médico-légaux ont trouvé dans les comptes offshore. Le détective Walsh avait été approfondi, son rapport corroborant le récit des événements de Nat. La fusillade de Vanessa a été jugée justifiée. Un agent des forces de l'ordre répondant à une menace imminente. L'affaire contre Dominique était étanche à l'air.
Ses victimes précédentes ont exhumé et retesté pour la cardioxine spécifique qu'il avait perfectionnée au cours de sa carrière pharmaceutique, mais une lâche est restée. Theodore Theo Barrett, le frère de Vanessa. Les derniers mots de Vanessa avaient fait allusion à son implication plus profonde, et les dossiers financiers ont confirmé qu'il avait en effet créé les comptes offshore. Mais au moment où les autorités internationales ont déménagé pour l'appréhender à Caïman, Theo avait disparu. Nous le trouverons, a assuré Bennett à Nat alors qu'ils étaient assis dans le bureau à domicile de Nat un soir, 3 mois après l'incident. Il ne peut pas se cacher pour toujours. Nat hocha la tête, son expression illisible. Je ne suis pas préoccupé par la chronologie, seulement le résultat. Bennett a étudié son ami. Au cours des 15 années, ils se connaissaient par le service militaire, les contrats privés et la construction de leur entreprise de sécurité, ils n'avaient jamais vu Nat aussi froidement déterminé. La trahison l'avait transformé, durcissant un homme déjà discipliné en quelque chose de plus dangereux. Les enfants semblent s'adapter, a observé Bennett, modifiant le sujet. Preston va bien en thérapie. Lily n'a pas parlé de ce jour depuis que cela s'est produit, a répondu Nat. La thérapeute dit qu'elle se traite à sa manière. Elle est forte comme son père. Le téléphone de Nat a sonné avec un texte. Il l'a vérifié, son expression. Owens a trouvé quelque chose dans les comptes de messagerie privée de Vanessa. Correspondance avec Theo datant de 3 ans. Il planifiait aussi bien avant que Dominique n'entre sur le tableau. 3 ans. Bennett avait l'air choqué. Mais c'est à ce moment-là que nous nous sommes étendus aux contrats internationaux. Nat a terminé. Lorsque la valeur de l'entreprise a triplé. Le lendemain, Nat a rencontré Owen, leur comptable judiciaire, qui était devenu inestimable pour démêler le web financier Vanessa, Dominique et Theo avaient tissé. C'est plus étendu que nous ne le pensions, a expliqué Owen, glissant un dossier sur le bureau de Nat. Vanessa transférait systématiquement les fonds de l'entreprise aux sociétés Shell contrôlées par Theo. De petites quantités d'abord, puis plus grandes à mesure qu'elle gagnait en confiance. Lorsque Dominique est entré dans l'image il y a 9 mois, l'opération a accéléré. Combien de total ? Près de 4 millions. Environ la moitié a été récupérée sur les comptes Caïman. Le reste, Owen haussa les épaules. Probablement avec Theo, Nat a hoché la tête, absorbant les informations et la police d'assurance vie modifiée il y a 6 mois. Le paiement est passé à 5 millions. Le bénéficiaire est passé de vous à Vanessa exclusivement. Alors, je valais 9 millions de morts, a déclaré Nat avec un humour sinistre. Au moins, elle m'a apprécié de manière appropriée. Ce soir-là, alors que Nat cachait Lily dans le lit, sa fille lui avait finalement rompu la faute des événements de la cabine. Papa, chuchota-t-elle. Est-ce que c'était ma faute ? Qu'est-il arrivé à maman ? Nat se sont assis au bord de son lit, en choisissant ses mots. Soigneusement. Que s'est-il passé à cause des choix que Mommy a faits ? Très mauvais choix. Vous avez fait la bonne chose me montrant cette note. Les yeux de Lily remplis de larmes. Elle me manque parfois, mais je me souviens qu'elle voulait vous blesser. Qu'elle ne se souciait pas si Preston et moi nous sommes blessés aussi. Le téléphone de Nat a vibré avec un message de contact avec le Caïman. J'ai issu le mojito dans un café en plein air. Divisé entre les belles femmes et les postes de crypto-monnaie affichés sur sa tablette. Jamais venu. Pour réduire sa phrase. D'être surveillé. Rien d'inhabituel, il a dit que les circonstances ont soigné le système de sécurité. Nat Harlow était assis dans un fauteuil dans le coin, sa pose détendue, ses yeux, comment ? Theo fanfaronna, soutenant vers la porte. Extradition, et si vous essayez quelque chose, c'est un enlèvement, un incident international. Nat sourit à peu près. C'est ce que vous avez dit ? Que je serais contraint par des niches légales ? Après avoir aidé à planifier le meurtre de mes enfants. Ce n'était pas moi, a protesté, une véritable peur qui se glisse dans sa voix. C'était tout Dallas, Vanessa. Et je voulais juste l'argent de l'entreprise. L'assurance vie était l'idée de Dallas. Vous mentez, a déclaré Nat catégoriquement. Les courriels de Vanessa vous ont discuté de m'éliminer des îles il y a 3 ans, bien avant Dallas. Les emails peuvent être truqués, Theo a désespérément contrairement. Certes, mais le compte offshore que vous avez établi spécifiquement pour la distribution de post-event est bien réel, tout comme le composé chimique que vous avez acheté via vos anciennes connexions pharmaceutiques. Le même composé trouvé en possession de Dallas, le visage de Theo drainé de couleur.
Que veux-tu? Justice, a répondu Nat simplement. Mais pas du genre dispensé dans les salles d'audience. J'ai de l'argent, Théo a offert rapidement. Plus que ce que vous avez trouvé. Des millions. C'est à toi. Je ne veux pas de votre argent de sang, Théo. Je veux des réponses. Ensuite, je veux que vous ressentiez ce que vous avez prévu pour moi et mes enfants. Au cours des 2 heures suivantes, Nat a systématiquement décomposé la résistance de Théo. Le plan avait en effet été initialement du ressentiment de Théo à ce que son père laisse le contrôle de l'entreprise familiale à Nat plutôt que son propre fils s'était enlevé depuis des années. Vanessa, toujours jalouse du succès de Nat où ses propres entreprises commerciales avaient échoué, avait été un conspirateur avide. Dallas Reinhardt avait été le lien de Théo de ses jours pharmaceutiques. Un homme qui avait appris que tuer à profit était plus lucratif que le développement de médicaments légitimes. Ensemble, ils avaient prévu une opération qui leur aurait permis de rapporter des millions, les fonds de l'entreprise détournés, l'assurance vie de Nat et, éventuellement, la vente de Harlow Security elle-même une fois que Vanessa a hérité des intérêts de contrôle de Nat. Et les enfants? Demanda Nat, sa voix mortelle calme. Cela faisait-il toujours partie du plan? Théo a hésité trop longtemps. Réponds-moi. Le contrôle de Nat a glissé pour la première fois, sa voix s'élevant brusquement. Vanessa voulait la garde, a admis Théo enfin. Mais Dallas a dit qu'ils en avaient trop vu. Qu'il poserait des questions en vieillissant. L'accident de la courbe de Deadman était sa solution. 3 victimes, pas une. Bennett, qui était resté silencieux tout au long de l'interrogatoire, a placé une main sur l'épaule de Nat, un rappel des limites qu'ils avaient établies, des lignes qu'ils ne franchiraient pas, quelle que soit la provocation. Nat hocha la tête presque imperceptible et se leva. Merci pour votre honnêteté, Théo, tardif comme ça. Alors, que se passe-t-il maintenant? Demanda Théo, sa voix tremblant. Tu me tues. Jeter mon corps dans les Caraïbes. Rien de si dramatique, lui a assuré Nat. Bennett, si tu le faisais? Bennett a produit une seringue et a approché Théo, qui a rétréci de terreur. Non, s'il vous plaît. Vous ne pouvez pas vous détendre, dit sèchement Bennett. C'est juste un sédatif. Vous vous réveillerez avec un mal de tête et une nouvelle perspective sur votre avenir. Alors que Théo se glissait dans l'inconscience, Nat a appelé. Package prêt pour la livraison. Lorsque Théodore Barrett a repris conscience, il n'était plus dans son sto. Domingo Villa. Il était dans une pièce sans fenêtre austère, menotté sur une chaise en métal. En face de lui était assis détective Walsh, un dossier de manille ouvert sur la table entre eux. Bienvenue aux États-Unis, monsieur Barrett. Walsh l'a salué, en particulier à un centre de détention fédéral. Vous avez toute la liste des frais qui vous attendent. Conspiration pour commettre un meurtre, une fraude financière internationale, un détournement de fonds et mon préféré, une tentative de mise en danger d'enfants. C'est illégal, Théo pulvérise. J'ai été kidnappé. Drogue, Walsh haussa un sourcil. Selon les documents officiels, vous avez été appréhendé à l'aéroport international de Miami, tentant d'entrer dans le pays avec une fausse identification. 3 témoins ont signé des déclarations à cet effet. C'est un mensonge. J'étais à Sto. Domingo. Nat Harlow et son partenaire ont fait irruption dans ma villa. Monsieur Harlow. Walsh a consulté ses notes avec une minutie exagérée. Selon ses documents de voyage et ses archives électroniques, Monsieur Harlow est en permanence dans le Connecticut depuis la semaine dernière. En fait, il a organisé un événement caritatif pour le soutien au traumatisme des enfants la nuit même où vous prétendez qu'il était en République dominicaine. Théo regarda avec incrédulité. Ce n'est pas possible. Les eurodatages numériques, les reçus de cartes de crédit et environ 50 témoins indiquent le contraire. A répondu Walsh. Maintenant, discutons de ces comptes offshore et de vos communications avec Dallas Reinhardt. Alors que l'interrogatoire se poursuivait, Théo a réalisé toute l'étendue de la vengeance de Nat. Il n'avait pas tué Théo. Il avait fait quelque chose de bien pire. Il avait veillé à ce que Théodore Barrett passerait le reste de sa vie dans une prison fédérale. Ces crimes entièrement documentés, ses protestations sur l'implication de Nat ont rejeté comme des fabrications désespérées. Style du juge Nat Harlow. Chapitre 9. Nouveau début. 1 an après les événements de Blackwater Cabin, Nat se tenait sur le pont de sa nouvelle maison surplombant l'océan Pacifique. Le déménagement en Californie avait été nécessaire.
Trop de souvenirs douloureux dans le Connecticut. Trop de notoriété après la frénésie des médias entourant l'affaire. Arlo Security Solutions avait non seulement survécu au scandale, mais a prospéré. Avec le détournement de Vanessa exposé et les fonds volés largement récupérés, la société avait élargi ses opérations internationales. Nat avait promu Beneteau co-PDG, se permettant plus de temps avec les enfants tout en maintenant une surveillance stratégique de l'entreprise. Preston, maintenant âgé de 13 ans, avait montré une résilience remarquable. Après la colère et la confusion initiale, il avait canalisé ses émotions dans la natation compétitive, battu des records juniors et trouvant une discipline saine dans le sport. Son thérapeute a signalé des progrès significatifs dans le traitement de la trahison de sa mère. Lily, à 10 ans, est restée plus énigmatique, plus calme qu'auparavant. Elle avait développé une passion pour les échecs, un jeu de stratégie et de prévoyance que Nat a reconnu comme sa façon d'établir le contrôle dans un monde imprévisible. Le lien entre le père et la fille s'était approfondi, leur expérience partagée dans la cabine, créant une compréhension tacite. Les conséquences légales avaient procédé exactement comme Nat l'avait prévu. Dallas Reinhardt avait subi plusieurs phrases à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Theodore Barrett, malgré ses prétentions à l'origine de la République dominicaine, avait été condamné pour tous les chefs d'accusation, sa peine presque aussi sévère que celle de Reinhardt. Le détective Walsh avait été promu capitaine, sa manipulation du cas complexe lui a valu une reconnaissance professionnelle. Il a maintenu un contact occasionnel avec Nat, vérifiant le bien-être de la famille. La sonnette a sonné, interrompant les réflexions de Nat. Il l'a ouvert pour trouver Marian Wells, la sœur de Bennett. Au cours de la dernière année, son rôle était passé du protecteur de confiance des enfants pendant la crise à l'ami et finalement quelque chose de plus. Les enfants sont prêts ? Demanda-t-elle avec un sourire chaleureux. En tant qu'ancien officier du renseignement militaire travaillant maintenant dans un conseil privé en matière de sécurité, Marianne a compris le monde de Nat d'une manière que peu d'autres pouvaient. Presque, a répondu Nat, l'invitant. Indépendance, a noté Marion. C'est un progrès. Leur voyage de camping le week-end était devenu une tradition mensuelle, un moment pour les enfants de vivre des activités familiales normales tout en reconstruisant leur sentiment de sécurité dans le monde. Alors qu'ils se préparaient à partir, le téléphone sécurisé de Nat a bourdonné d'un texte de Bennett. Colis livré. Confirmation finale reçue. Nat a supprimé le message, la satisfaction s'installant dans sa poitrine. Le package a fait référence à la dernière preuve reliant Nat à l'extraction de Theodore Barrett à partir de Sto. Domingo. Un enregistrement vidéo qui aurait pu contredire le récit officiel de l'arrestation de Barrett à Miami. Maintenant, il était parti, le dernier lâche et attaché. Tout va bien ? Demanda Marian, notant son expression. Parfait, répondit Nat et le pensait. L'année dernière lui avait appris que la justice et la vengeance étaient parfois indiscernables, que la protection de leurs proches justifiait des mesures extrêmes et que la seule réponse appropriée de la trahison était la conséquence. Dans le garage, Preston et Lily ont chargé leur sac à dos dans le SUV de Marianne, arguant de bonne humeur sur le sentier de randonnée qu'ils devraient d'abord s'attaquer. Nat les regardait, ses enfants, résilients et guérissants malgré le traumatisme infligé par ceux qui auraient dû les protéger. Il avait autrefois été Nathaniel Arlo, homme d'affaires prospère et homme de famille dévoué. Maintenant, il était quelque chose de plus complexe, un homme qui avait fait face à la trahison la plus sombre et est apparu pas cassé mais durci. Un homme qui avait découvert que les compétences qu'il avait développées pour protéger les autres pouvaient être transformées vers des représailles si nécessaires. Un homme qui n'a jamais pardonné de trahison. Alors qu'il se dirigeait vers les montagnes, Lily a attiré l'attention de son père dans le rétroviseur. Elle lui a donné un petit sourire entendu, une reconnaissance de ce qu'ils avaient survécu ensemble, ce qu'ils avaient surmonté. Nat sourit en retour, sa résolution inébranlable. Le passé a été réglé. L'avenir, comme l'horizon du Pacifique, s'étendait largement et s'ouvrit devant eux. Et si de nouvelles menaces apparaissaient, comme il le faisait parfois dans ce monde imprévisible, Nat Arlo serait prêt. Certains hommes ont été définis par leur capacité de pardon. Nat Arlo a été défini par son refus de l'accorder à ceux qui se sont révélés indignes. Ce n'était pas la justice, c'était la sagesse. Et voilà. Une autre histoire prend fin.